Bonjour et bienvenue sur Pourquoi Docteur pour cette nouvelle émission Questions aux experts que nous consacrons aujourd'hui à l'obésité, une vraie maladie plus fréquente en France que ce que l'on croit et à propos de laquelle circulent beaucoup d'idées reçues. Alors c'est justement pour vous éclairer sur cette maladie dont c'est aujourd'hui le 4 mars, la journée mondiale, que nous accueillons Mélanie Delosé. Excusez-moi, bonjour. Vous êtes diététicienne et directrice scientifique de la Ligue contre l'obésité qui porte d'ailleurs l'organisation de cette journée mondiale en France, et vous allez durant une vingtaine de minutes répondre à toutes les questions de nos internautes qui nous les ont fait parvenir sur ce sujet. Et les premières questions, elles portent, comme c'est un peu naturel d'ailleurs, sur la nutrition et l'alimentation. Est-ce qu'une alimentation trop riche peut expliquer à elle seule l'obésité ? Vous l'avez bien dit, aujourd'hui en France, la Ligue contre l'obésité a réalisé un sondage avec un institut de sondage qui s'appelle Odoxa et on voit que 62% des Français estiment que l'obésité est avant tout due à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. C'est un préjugé qui est fréquent en France et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on le sait, l'obésité est une maladie avec plusieurs causes, notamment des causes génétique. Aujourd'hui, il y a plus de 400 gènes découverts sur l'obésité. Donc, on a des prédispositions génétiques qui peuvent s'exprimer tout au long de notre vie. On reviendra sur ce point. On a quelques questions, effectivement, sur les origines génétiques. D'accord. Voilà. Après, on connaît tous quelqu'un qui peut manger plus que nous, sans prendre du poids. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. On n'est pas tous égaux dès la naissance. Et puis ensuite, il y a plusieurs facteurs environnementaux. Je pense qu'on reviendra dessus. Mais voilà, l'alimentation n'est pas la seule cause de l'obésité. Et souvent, c'est plutôt un facteur aggravant, mais ce n'est pas la cause réelle. Alors pour autant, il y a aussi pas mal de questions sur le fait, est-ce que les régimes sont une bonne solution pour éviter l'obésité ou la soigner ? Je vous ai dit, l'obésité, c'est une maladie avec beaucoup de causes différentes. Donc on ne peut pas traiter une maladie avec juste un régime restrictif. Et aujourd'hui, les régimes restrictifs sont même pourvoyeurs d'obésité. Il y a eu un rapport de l'ANSES en 2010 qui a montré les effets néfastes des régimes restrictifs sur la santé et qui provoquent des troubles du comportement alimentaire. Et toutes les personnes aujourd'hui qui sont en situation d'obésité ont dans leur vie déjà fait 1, 2, 3, 10 régimes. Et à chaque fois, ils reprennent plus de poids qu'ils n'en perdent. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc vraiment, si j'ai un message à faire passer, on n'attaque pas de régime restrictif. On n'essaye pas de faire des régimes miracles ou des pilules qui font maigrir, ça ne fonctionne pas. Par contre, on essaye de prendre en charge la cause réelle de ce problème de poids. D'accord, donc on est malgré tout un petit peu vigilant sur la manière de s'alimenter, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet et ce n'est pas le remède. Exactement, tout à fait. Alors, plein de questions aussi, et notamment une qui revient beaucoup et qui est une question, j'allais dire, très pratique et très concrète. À partir de quel poids est-on considéré comme obèse ? Alors, ce n'est pas à partir d'un poids. Nous, on va calculer ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est une formule qui divise le poids sur la taille au carré. Voilà. Par exemple, pour une femme d'1,65 m, elle sera en obésité à un poids d'environ 83 kg. Pourquoi l'IMC est catégorisé en plusieurs parties. À partir d'un IMC supérieur à 25 kg par mètre carré, on va être en surpoids. Supérieur à 30, on va être en obésité sévère, modérée. Au-dessus de 35, modérée. Et au-dessus de 40, ce qu'on appelle massive ou morbide, qui va entraîner des comorbidités. Alors justement, quels sont les risques à terme d'une obésité qui n'est pas prise en charge ? Aujourd'hui, l'obésité est mère de plusieurs pathologies. S'il n'y avait pas d'obésité, il n'y aurait peut-être pas de diabète de type 2, par exemple. Elle va provoquer des problèmes articulaires, des problèmes cardiovasculaires. Le diabète, on en a parlé, des problèmes de troubles psychologiques et aussi de cancer. C'est une des causes principales de cancer, surtout les cancers dits hormonaux. Le sein, la prostate, voilà. Excusez-moi, à partir de quel âge peut-on devenir obèse ? Alors, il n'y a pas d'âge pour être obèse. On sait que notamment sur les enfants, il y a une tendance, notamment là aussi peut-être parfois à cause de certains régimes alimentaires ou d'habitudes alimentaires, à beaucoup grossir. Donc il y a parmi les questions qui nous sont arrivées, beaucoup de questions qui portent sur des enfants.
C'est normal, c'est plus préoccupant chez les enfants. Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 15-16% de personnes souffrant d'obésité, ce qui représente quand même 8 millions de Français. La moitié de la population est en surpoids ou en obésité. Chez les enfants, on est à peu près à 5% d'enfants souffrant d'obésité, ce qui fait à peu près un enfant sur 6 quand même. Et chez les plus de 65 ans, on est presque à 18% d'obésité. Donc on voit bien que cette obésité s'aggrave au long de la vie. Quels sont les thérapeutes qui sont le mieux à même de suivre une personne obèse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit traiter avec son médecin généraliste ou est-ce qu'il faut voir d'autres intervenants? Ben justement, vous parlez des médecins généralistes. Aujourd'hui, le cursus initial de formation des médecins généralistes, il y a à peu près 3 à 5 heures de formation sur l'obésité. C'est complètement insuffisant. Les médecins généralistes ne sont pas formés, n'ont pas les moyens de prendre en charge cette maladie. Ils n'ont pas le temps, parce que c'est chronophage, ça prend du temps, ça représente plusieurs consultations. Donc souvent, c'est une prise en charge qui est occultée par les médecins généralistes, par manque aussi de moyens. Il n'y a pas de médicaments. Et puis ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la prise en charge pluridisciplinaire, avec des spécialistes, par exemple des diététiciens, des psychologues, des enseignants en activité physique adaptée, des médecins psychiatres, des médecins pneumologues, tabacologues, enfin, voilà, tout ce qui peut prendre en charge ces patients. Et là, on va se retrouver confronté à des thérapeutes qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Donc souvent, les personnes ne vont pas vers cette prise en charge. Et alors du coup, l'obésité s'aggrave et ensuite, ils vont, ce qu'on appelle, être pris en charge par le 3e recours, c'est-à-dire l'hospitalisation, la médecine d'obésité en hospitalisation, les soins de suite et de réadaptation ou la chirurgie de l'obésité. Mais malgré tout, il est important d'être adressé à tous ces spécialistes par son médecin généraliste en premier lieu. Tout à fait. On est vraiment en train d'essayer de se battre pour avoir des médecins généralistes obésitologues qui puissent vraiment orienter dès un surpoids ou dès qu'il y a un facteur de risque qui va se déclencher. Je vous dis ça peut être une prise de médicaments, par exemple, on le sait, après le cancer, un antidouleur, un antidépressif. Ne pas oublier de dire, ça peut être un facteur d'aggravation de l'obésité, allez consulter. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a beaucoup de questions sur l'obésité. Peut-elle être héréditaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des gènes de l'obésité qui rendent certains plus ou moins sensibles? Oui, je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui découvert plus de 400 gènes de l'obésité. On voit bien qu'il y a un environnement aussi familial. Souvent, dans une famille, il n'y a pas qu'une personne obèse. Ça vient aussi effectivement de la génétique. Est-ce que l'exercice physique peut suffire à lutter contre l'obésité? Alors, oui. L'activité physique adaptée peut permettre de maintenir une perte de poids sur le long terme, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tout. La seule chose qu'il faut penser, c'est qu'une personne qui fait 150 kg, pour pratiquer une activité physique, c'est compliqué. Il y a des problèmes articulaires, il y a l'essoufflement. Donc il faut aller sur une activité physique qui va être adaptée à la personne. Alors j'ai justement une question précise là-dessus. Je voudrais faire du sport, mais mon poids me fatigue vite. Quelle discipline puis-je choisir pour malgré tout avoir une activité? Alors souvent, nous, on conseille aussi d'aller voir un kinésithérapeute qui va pouvoir justement faire ce qu'on appelle un réentraînement à l'effort, donc remuscler les personnes et les entraîner au niveau cardio. Et puis ensuite, on les conseille d'aller voir un enseignant en activité physique adaptée qui va les aider à choisir leur pratique d'activité physique. C'est vrai que la majeure partie du temps, c'est dans l'eau. Effectivement, l'eau porte les personnes et du coup fait moins souffrir les articulations, mais on peut trouver plein d'autres activités physiques où ils peuvent prendre plaisir aussi. Mon médecin me dit qu'il existe peu de traitements pour traiter l'obésité, c'est vrai? C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui traite l'obésité. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que c'est très difficile de prendre en charge un patient souffrant d'obésité. Il y a beaucoup de causes, donc aucun médicament très spécifique. Je vous l'ai dit, la suite, ça va être une prise en charge pluridisciplinaire. Et aujourd'hui, le seul traitement efficace sur le long terme, c'est la chirurgie bariatrique, mais qui ne concerne que des patients souffrant d'obésité sévère ou massive. On a des questions aussi sur la chirurgie bariatrique, on va y revenir. J'ai une question complémentaire sur les médicaments. Les coupes-fins sont-ils efficaces? Certains sont présentés comme dangereux. Oui.
je dirais qu'ils sont dangereux. Je pense qu'il ne faut absolument pas utiliser des coupes-fins. On a plusieurs personnes qui sont en telle souffrance qui vont essayer tout ce qui est possible. Et moi, je déconseille fortement l'utilisation des coupes-fins qui va générer bien d'autres complications derrière. Une question qui peut sembler anecdotique, peut-on devenir obèse après avoir arrêté de fumer? Alors oui, ça fait partie des facteurs environnementaux qui peuvent jouer sur l'aggravation de l'obésité. Donc ça ne la provoque pas, mais c'est un facteur aggravant. Ça ne la provoque pas, mais ça peut l'aggraver. Et ça peut être un facteur déclenchant de prise de poids qui, par la suite, après, va générer d'autres troubles. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par un médecin tabacologue. Alors j'ai une question sur dans quel cas la chirurgie bariatrique est-elle recommandée? Mais moi, je vais vous demander d'abord de préciser de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qu'on appelle chirurgie bariatrique? Ça consiste en quoi? La chirurgie bariatrique, c'est ce qu'on appelle la chirurgie du poids, la chirurgie de l'obésité. Aujourd'hui, en France, il y a 3 techniques qui existent. La première, c'est l'anogastrique qui est quasiment plus pratiquée en France. Donc les 2 autres techniques principales sont la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique. Ça va être des techniques qui vont permettre une perte de poids très rapide pour les patients souffrant d'obésité, je vous l'ai dit, sévère ou massive. Concrètement, c'est quoi le mécanisme? Ça empêche la nourriture de générer des effets sur... Voilà, on va réduire la capacité à s'alimenter. On va couper une partie de l'estomac pour la sleeve et rajouter une malabsorption pour le bypass. Ça va effectivement diminuer les quantités des patients souffrant d'obésité au moment des repas. C'est-à-dire que le sentiment de satiété arrivera plus vite. Exactement. Est-ce que ce sont des interventions qui sont longues, douloureuses, qui nécessitent une hospitalisation? Alors, ce n'est pas une intervention longue. Aujourd'hui, elle dure à peu près entre 1 et 2 heures. L'hospitalisation dure à peu près 3 à 5 jours. Par contre, c'est tout un parcours. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se faire opérer dès le lendemain de notre consultation avec le chirurgien. C'est un parcours long qui dure au minimum 6 à 12 mois et qui va être... les patients vont être accompagnés justement de professionnels, que ce soit des diététiciens, des psychologues, des infirmières, des assistantes sociales, des médecins. Voilà, on va les accompagner dans ce parcours pour, encore une fois, essayer de prendre en charge la cause de l'obésité, puisque la chirurgie va être là juste pour traiter le symptôme du poids et améliorer toutes les comorbidités associées. Mais si on ne prend pas en charge la cause de cette obésité, on va se retrouver avec un échec de chirurgie bariatrique. Aujourd'hui, on estime à peu près à 20% de personnes ayant repris du poids après la chirurgie bariatrique. Donc on voit bien que ce n'est pas magique. Alors justement, on a aussi des questions. À partir de quand, et après une intervention bariatrique, à partir de quand on commence à vraiment perdre du poids? Dès le lendemain de la chirurgie de l'obésité, on va perdre en moyenne 8 à 12 kilos le premier mois post-opératoire. Et puis cette perte de poids dure jusqu'à 18-24 mois après l'opération. C'est ce qu'on appelle un petit peu la lune de miel. Tout se passe bien, on perd du poids. Ça améliore les pathologies associées, pareil, dès le premier mois post-opératoire. Ça a un effet sur le syndrome d'apnée du sommeil, sur le diabète. C'est immédiat. Et puis après ces 2 ans, voilà, il va falloir maintenir cette perte de poids. Et c'est là toute la difficulté d'éviter de reprendre du poids ou de retomber dans les travers qu'on avait avant l'opération. Et de votre expérience de diététicienne, c'est à ce moment-là, au bout de 2 ans, que le risque arrive de retourner vers un état d'obésité? Voilà, au début, on est dans l'euphorie de la perte de poids, donc tout se passe bien. Et puis quand on commence à stabiliser, revient peut-être déjà la déception d'un objectif. On s'était donné un objectif, peut-être qu'on ne l'a pas atteint. Donc voilà, là on revient sur une déception, une perte d'estime de soi. Et puis après, plus le temps passe, les aléas de la vie reviennent, les troubles du comportement alimentaire peuvent revenir, c'est-à-dire que notre alimentation émotionnelle qu'on pouvait avoir, ces grignotages devant la télé, etc., peuvent revenir. Et donc du coup, on retrouve une reprise de poids. Et puis aussi, ces interventions vont modifier un petit peu le statut hormonal. On va avoir moins faim, voilà, tout va aller dans le même sens. Et puis à long terme, le corps s'habitue et redonne cette sensation de faim. Et souvent, on a peur. On se dit, ça y est, j'ai de nouveau faim, la chirurgie ne fonctionne plus, je ne vais pas réussir à me gérer. Voilà, donc il faut vraiment travailler beaucoup sur ces sensations de faim aussi. Encore une question sur l'aspect presque médical de l'obésité avant d'arriver sur des problématiques un peu plus sociétales. Vous venez de l'évoquer, est-ce qu'il y a une prise en charge hormonale qui peut être une forme de traitement ? C'est une des pistes.
On sait aujourd'hui qu'effectivement, les hormones comme la gréline et la leptine sont impliquées dans l'obésité. Voilà, ça va nécessiter encore beaucoup de recherches. On est au début des recherches sur les traitements de l'obésité. Et puis une question, là aussi vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, pourquoi l'obésité n'est pas considérée comme une maladie avec une prise en charge en affection de longue durée? Voilà. C'est une bonne question. Je pose cette question. Aujourd'hui, effectivement, on connaît les ALD, les affections longue durée. Elles sont au nombre de 30 en France. Qui permet d'avoir une prise en charge à 100% par les assurances maladie. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'obésité n'en fait pas partie. Alors que l'obésité, je vous le rappelle, elle est pourvoyeuse de d'autres pathologies qui sont considérées comme des ALD. Donc aujourd'hui, les patients qui souffrent d'obésité sans comorbidité associée ne peuvent pas avoir de remboursement de leur traitement et de leur déplacement quand ils doivent aller voir des spécialistes. On arrive à des questions qui sont un peu plus sur les conséquences de l'obésité sur la vie quotidienne. Mon enfant est obèse, il est victime de moqueries de la part de ses camarades. Que lui dire pour le rassurer ? Aujourd'hui, ça commence dès le plus jeune âge, effectivement. On a aujourd'hui plusieurs termes qui sont la grossophobie, le fat shaming, où on va justement se moquer des personnes grosses. Les nouveaux moyens de communication ne facilitent pas les choses. Exactement. On voit effectivement un harcèlement sur les réseaux sociaux. Dès qu'on va mettre une image d'une personne grosse ou qu'elle va pouvoir s'exprimer, il va y avoir un déferlement de haine. Ça reste aujourd'hui une des dernières discriminations en France. Dans le sondage, on a bien pu voir qu'il y avait 74% des personnes souffrant d'obésité qui se sont dites discriminées. C'est vraiment quelque chose qu'il faut changer. Il faut changer le regard sur ces personnes et on l'espère justement que ces personnes, une fois qu'on aura compris que c'est une maladie et que ce n'est pas un problème de comportement, elles seront, j'espère, beaucoup moins attaquées. Donc qu'est-ce que des parents peuvent dire à leur enfant Alors déjà, c'est une maladie, voilà, c'est pas ta faute. il ne faut pas les culpabiliser, parce que souvent on a tendance à mettre un petit peu cet enfant, par exemple, au régime ou à l'écart de ses frères et sœurs en disant mais toi tu n'as pas le droit de manger ça. Et puis on culpabilise beaucoup aussi en tant que parent et on va du coup culpabiliser l'enfant. Donc si j'ai une chose à dire, c'est effectivement, c'est pas de la faute de l'enfant. Il faut travailler dessus et surtout apprendre à ses enfants à ne pas se moquer des personnes qui ont des problèmes de poids. Je pense que c'est aussi aux autres d'éduquer leurs enfants sur le fait de ne pas discriminer les enfants gros. Ça fait plusieurs années que je suis suivi pour obésité. Mon médecin me recommande de travailler avec un psychologue. Est-ce que cela peut aider ou même permettre de sortir de cet état ? Tout à fait. On peut tout à fait être accompagné par un psychologue, par un médecin psychiatre, ou aujourd'hui on a d'autres alternatives, on va dire douces, comme l'hypnothérapie, la sophrologie. Je pense qu'effectivement il faut se poser la question sur quelles pourraient être une ou les causes de mon obésité et aller vers ce spécialiste. Une autre question aussi sur la prise en charge. On me parle de groupes de parole sur l'obésité. Est-ce que cela sert à quelque chose ? Alors, je pense qu'effectivement, ça sert énormément puisque, on le voit, les personnes souffrant d'obésité sont un petit peu isolées socialement. Vous l'avez dit, il y a de la discrimination, il y a le regard des autres. Elles sont isolées aussi au niveau du mobilier urbain, l'accès aux soins et au milieu culturel. Donc, je pense que les groupes de parole peuvent rapprocher ces gens pour montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et puis, ça permet de libérer la parole et puis voilà, d'avancer aussi ensemble. Le groupe est très portant. Avec un effet psychologique finalement secondaire. Tout à fait. Mon entourage me dit que maigrir est une question de volonté. Plus on me le dit, plus cela m'angoisse. Est-ce une réaction normale ? Aujourd'hui, en France, 67% des Français pensent que, effectivement, perdre du poids est une question de volonté. Je vous en parlais tout à l'heure, le fat shaming, c'est le fait de mettre les personnes devant leurs responsabilités. Aujourd'hui, on pense que si on dit à une personne obèse « arrête de manger, mets-toi au sport », ça va les aider, et c'est tout le contraire. Il y a eu des études qui ont prouvé que plus on va attaquer les personnes sur cette obésité et sur cette cause d'obésité, et plus les personnes, au contraire, vont se réfugier dans la nourriture, la perte d'estime de soi, etc. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de donner des conseils aux personnes obèses. Ce n'est pas un problème alimentaire, ce n'est pas un problème de fainéantise, ce n'est pas un manque de volonté. Quand on voit les personnes qui arrivent en fin de parcours en chirurgie de l'obésité, elles ont tout essayé pour perdre du poids. Ce n'est pas du tout un manque de volonté.
J'ai vécu plusieurs échecs sentimentaux à cause de mon poids, je ne le supporte plus, que faire? Alors ça, j'ai une petite difficulté avec cette question. Mais effectivement, enfin, dans les relations entre personnes, y compris les relations amoureuses, c'est évidemment quelque chose qui a un impact. J'imagine que parmi les personnes qui viennent vous consulter, ça fait partie des sujets qui sont évoqués. Bien sûr, l'obésité joue sur l'estime de soi. On ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas être une bonne personne, on ne se sent pas capable. Donc bien sûr que ça joue sur les relations, on va dire, amoureuses, mais sociales en général. Et effectivement, on voit bien que ça joue sur les relations amoureuses. Maintenant, effectivement, je pense que c'est plutôt un travail sur soi-même qu'il faut faire, sur l'acceptation, et trouver un conjoint ou une conjointe qui accepte et qui comprend aussi cette maladie. Une question qui ramène un peu aux problèmes d'alimentation qu'on évoquait tout à l'heure, et même s'ils ne sont pas la seule et unique cause. Mon enfant est obèse, mais je ne parviens pas à imposer à sa cantine scolaire une réduction de ses parts de nourriture. Alors, je ne pense pas que ce soit effectivement la bonne solution à mettre en place, parce qu'encore une fois, ça va le stigmatiser, ça va le montrer qu'il n'est pas comme les autres. Et avant de revoir si c'est un problème de portion, je pense qu'il y aura sûrement d'autres choses à mettre en place avant de travailler sur l'alimentation au milieu scolaire. Autre question qui a un petit rapport avec l'alimentation. On voit des publicités sur des régimes qui semblent efficaces en très peu de temps. Est-ce crédible ou utilise-t-elle des photos retouchées? Vous voulez dire qu'on est bombardé de ces publicités qui prônent l'effet miracle. Voilà, qui surtout disent que ça se règle très vite. Alors, je ne fais pas partie de la publicité, mais effectivement, je pense que c'est retouché. En tout cas, les études montrent que les effets à long terme ne sont pas présents. Donc, vraiment, on ne va pas sur ces produits miracles. Pourquoi certains moyens de transport ou certains lieux publics ne comportent pas d'aménagement spécifique pour les personnes obèses? Tout est une question de reconnaissance de cette obésité. Vous voyez bien, ce que je vous disais tout à l'heure, l'accès au mobilier urbain est très compliqué pour ces personnes. Dans l'avion, elles doivent payer 2 places pour pouvoir prendre l'avion. Elles sont confrontées au regard des autres quand elles sont assises effectivement dans le train ou dans les transports en disant elle prend toute la place. Voilà. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire sur l'accessibilité des personnes souffrant d'obésité, parce que c'est ce qui va permettre aussi de lutter contre l'isolement social et l'acceptation du grand public aussi. J'imagine que l'association, cette Ligue contre l'obésité à laquelle vous appartenez, mène des actions dans ce sens. Vous vous adressez à qui et quels sont les retours? On s'adresse à tout le monde, on s'adresse au grand public pour changer le regard sur l'obésité. On pense vraiment que si l'obésité est reconnue comme une maladie, on va pouvoir améliorer cette prise en charge. La Ligue contre le cancer a 100 ans. Il y a 100 ans, c'était honteux d'avoir le cancer. Aujourd'hui, on comprend bien cette pathologie. Il y a 50 ans, c'était le sida. Aujourd'hui, on espère que c'est l'obésité qui va pouvoir être pris en charge correctement. Et puis, on s'adresse effectivement aux grandes instances. On sait, depuis quelques années, l'État a pris en charge l'obésité avec ce qu'on appelle des PNNS, Plans Nationaux Nutrition Santé. On aimerait vraiment leur dire qu'il faut aussi arrêter de parler d'alimentation et d'activité physique et d'avoir une prise en charge plus globale. On leur demande qu'effectivement cette maladie soit reconnue comme une affection longue durée. On demande également une reconnaissance handicapée pour les personnes qui le souhaitent, pour pouvoir se déplacer correctement. Et on demande une prise en charge différente, qui ne soit plus une prise en charge à l'acte, mais une prise en charge globale par parcours pour pouvoir inclure ces thérapeutes dont vous parliez tout à l'heure, qui ne sont aujourd'hui pas pris en charge. J'ai envie d'achever cette émission avec une question plutôt optimiste. Y a-t-il des obèses heureux ? Oui, il y a des obèses heureux, bien sûr, comme il y a des personnes minces malheureux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site Pourquoi Docteur et sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre page Facebook. Merci Mélanie Delosé pour nous avoir éclairé sur ce sujet et merci à vous tous pour votre participation et votre fidélité. Au revoir.